Hello, bienvenue à tous sur cette 22e vidéo dédiée à Kubernetes. Donc on va aujourd'hui s'intéresser au persistant volume, donc on a déjà fait plusieurs vidéos dessus. On a vu lors de la vidéo précédente comment installer un serveur NFS et se brancher dessus à l'aide de Kubernetes via les persistants volume, via les PVC. Donc l'objectif aujourd'hui c'est plus de la démo, de l'exemple de cas qui peuvent s'apparenter à des cas concrets, même si je les ai extrêmement simplifiés. Mais je pense que c'est des choses qu'il faut avoir en tête, qu'il faut avoir fait pour être un petit peu plus à l'aise avec le sujet. Donc on va s'intéresser au persistent volume. Donc lors de la vidéo précédente, on avait mis en place un serveur NFS sur lequel donc on vient faire un PV, un persistent volume au niveau du master Kubernetes qui va donc mettre à disposition du cluster ce volume NFS. Ensuite, le persistent volume claim, lui, ce qui vient, une fois le provisioning réalisé, le persistent volume claim, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attribuer, connecter un volume donné à un pod. Alors, donc on n'était pas rentré dans le détail jusqu'ici. Mais il faut avoir en tête que suivant les providers, il existe aussi une clause quand on crée un persistent volume. Et là, je ne vais pas pouvoir vous faire d'exemple malheureusement, mais il existe une clause de reclaim policy. Donc c'est des polices simplement pour savoir comment les PVC et les PV sont gérés. Et suivant les providers, il y a des systèmes automatiques qui peuvent être implémentés directement lors de la création des persistents volume, qui permet d'enchaîner des actions. La clause, le type delete par exemple permet de, dès lors que le PVC est supprimé, ça supprime le PV. La clause recycle, elle permet de recycler simplement le PV. Donc en gros, son contenu est vidé, mais on peut l'utiliser de nouveau. Et la clause retain, le type retain, permet de conserver le volume, mais celui-ci est versionné. Alors ça, c'est très variable suivant les providers, notamment dans le cloud. Suivant donc un autre élément, mais ça on en a déjà parlé brièvement, un autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est une autre clause, c'est l'access mode, qui est aussi spécifié au niveau des persistent volume et également peut être spécifié au niveau des persistent volume claim. Ça permet notamment soit de connecter plusieurs pods sur un même volume, soit de supprimer un pod et de relancer avec les mêmes data, puisque on a trois types d'access mode. On a le read-write once qui est monté sur un simple pod, et en fait on peut lire et écrire mais uniquement sur un simple pod, à partir d'un simple pod. Le read-only many qui lui est monté donc permet de monter ce volume sur plusieurs pods mais seulement en lecture, et le read-write many donc RW grand X qui permet la lecture-écriture sur plusieurs pods. Alors je vous propose d'utiliser deux exemples. On va commencer par créer un persistent volume comme on l'a créé la fois précédente. Donc, avec un kind persistent volume, on le nomme myNFSPV comme la fois précédente. La storage class name, on va lui donner un nom personnalisé, donc myClass par exemple, on lui attribue 1 giga. Vous voyez que si on voulait mettre une persistence volume reclaim policy, par exemple à delete, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, il faudrait, là je l'ai commenté, mais il faudrait simplement ajouter cette clause ici. Et puis nous, on dit qu'on se connecte à un serveur NFS, et le répertoire du serveur NFS sur lequel on veut se connecter, c'est SRV export. Bon, jusque là, rien de compliqué. Donc je me rends sur mon serveur. Au passage, j'ai rajouté un nœud sur mon serveur. Donc à la rigueur, je vous ferai peut-être une vidéo, mais c'est extrêmement court pour rajouter un nœud à un cluster Kubernetes. Donc nous on va faire vim pv.yml. Hop, voilà. Donc on crée notre persistent volume. Essayer de le faire vite. Donc on a un kind de type persistent volume, une metadata où on met que le nom. Donc my nfspv, les specs, donc on dit qu'on veut une storage class name avec une capacity de stockage de 1 giga, un access mode read-write many. Le persistent volume, lui, on s'en fiche, on a dit, c'était juste pour l'exemple. Et c'est un type NFS, donc on se branche sur un serveur NFS par son IP, et voilà. Hop,
donc j'enregistre, je fais un cube ctl apply-f-pv, voilà, donc j'applique, donc là si je fais un cube ctl get pv, hop, voilà, donc j'ai bien mon PV qui a été créé. Maintenant on va éditer notre PV, on va créer notre PVC. Donc là c'est pareil, c'est pas très compliqué. Hop. Donc là on va se retrouver en fait dans la situation de la vidéo précédente en gros. Hop. Donc on va coller tout ça. Donc là on crée un PVC, hop, de type, donc le kind, la ressource c'est persistent volume claim bien sûr, la metadata, donc on lui attribue un nom, donc my NFS PVC, spec, le storage class name, donc on se connecte sur le storage class name qu'on a créé, qu'on a défini dans le persistent volume, l'access mode, nous on le change pas, on reste sur un read write many, et la ressource nécessaire c'est 500 mégas. Ok, donc là on va enregistrer ça et on va appliquer notre manifeste PVC. Donc ça c'est fait, donc si je fais un get dessus PVC, tout fonctionne bien. Donc là on va commencer, on va essayer de faire un premier exemple. Donc dans notre exemple, ce qu'on va faire, on va créer un serveur de base de données. Et l'objectif, c'est de vous montrer qu'en fin de compte, une fois qu'on a stocké nos datas à l'extérieur, c'est un peu comme dans Docker Volume. Nos datas sont stockées à l'extérieur, donc on va pouvoir se permettre de supprimer le pod et de le recréer. Donc là, on va faire pour notre exemple, on va utiliser le moteur de base de données MySQL. Donc là, on se situe toujours avec un fonctionnement par pod. Je vous rappelle, le pod, c'est pas le meilleur moyen de déployer des pods, des conteneurs. Il faut utiliser soit des deployments, soit des stateful set, et ça on le reverra dans le détail. Donc nous on va créer, alors là j'ai mis création du PV, non c'est pas le PV, ici hop, on va dézoomer, donc on va regarder ensemble, on va créer un pod, hop, vim mysql.yml, on peut le mettre comme ça, voilà, et on va le regarder ensemble un petit peu. Donc on va commencer à découvrir des choses un petit peu plus intéressantes au fur et à mesure. Donc là on crée une ressource pod avec une metadata, donc son nom, ici donc c'est pas Debian, on va l'appeler mysql deploy, et les spécifications, donc c'est des conteneurs bien sûr, et notre conteneur, nous on va déployer du MySQL, alors c'est pas la dernière version, on peut actualiser, il n'y a pas de problème, c'est du MySQL 5.6. Son nom, on va indiquer que c'est mon MySQL, ok, et lui on lui passe une variable d'environnement, et ça, donc là on le fait de manière, on va dire, sale. C'est pas du tout la manière dont il faut gérer les secrets et les éléments de configuration, mais nous on va le gérer exceptionnellement aujourd'hui comme ça. On verra dans une prochaine vidéo comment on gère les secrets à l'intérieur de Cube. Il y a des choses très très pratiques qui existent. Donc nous, notre variable d'environnement, donc c'est la variable classique de MySQL pour définir son password, le password root au lancement d'un conteneur notamment. Donc nous on lui attribue une variable, donc le password il vaudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, super original, voilà. Ensuite, donc le port qui sera utilisable à l'intérieur du cluster Cube, c'est le port par défaut de MySQL, le 3306, et dans notre conteneur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un volume. Donc ce volume, il va être à l'endroit où se situent les datas de MySQL, donc varlib MySQL. On monte le volume qui se nomme mon volume dedans. Et ensuite, on va définir notre volume. Voilà, donc le volume en question, nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement taper sur le volume qui est déjà, qui existe et qui est en NFS. Donc là, c'est un persistent volume claim, du coup, et son nom, hop, voilà, son nom c'est claim name mynfs pvc. Donc mynfs pvc qu'on retrouvait tout à l'heure ici. Donc si je mets un pv virgule pvc, on va voir les deux. Donc ici j'ai le pv et ici le mynfs pvc. Ok, donc là on va faire un cube ctl apply-f de mysql.
Voilà. Donc là, on va faire un cube CTL, getPod. Voilà, donc là notre conteneur est déjà lancé, hein, on n'a pas de souci. Et si je fais un cube CTL describe pods mysql deploy et qu'on regarde un petit peu ce qui s'y trouve, on va retrouver les éléments qui sont nécessaires, c'est-à-dire qu'en fait on va retrouver donc sa date de démarrage, les annotations, le conteneur et l'image. On retrouve le port 3306 qui est exposé à l'intérieur du cluster. Pardon. On retrouve aussi la variable d'environnement. Donc vous voyez, l'intérêt c'est de ne pas la mettre en clair, hein, donc, parce qu'on la retrouve très facilement un peu partout. Donc là, nous on l'a fait, mais on verra, il y a notamment les secrets qui peuvent être définis dans le cluster. Donc nous, en l'occurrence, on a défini une variable d'environnement, ça permet de découvrir comment on définit des variables d'environnement, et elle est à disposition. Ensuite, on voit qu'on a un volume qui est monté dans var lib mysql, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, on voit qu'on a un volume qui a été créé, il s'appelle mon volume, il est de type persistent volume claim, sa référence est mynfs pvc, et il n'est pas en read-only tout simplement. Voilà, donc là on va retourner ici. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé, donc j'ai fait un apt-get install de mysql client. Donc là je l'ai déjà installé, mais vous pouvez le faire vous de votre côté. Et ce qu'on va faire, on fait un cube ctl get pods-o wide pour savoir où notre pod a été déployé. Et vous voyez que là, donc, il a été déployé sur le deuxième nœud que j'ai créé il n'y a pas très longtemps. Et son IP pour être joint, c'est le 10.244.2.5. Et par défaut, bien sûr, nous, MySQL Client va utiliser le 3306. Donc nous, on fait un MySQL -h, l'IP en question, -u, et on dit qu'on veut se connecter en route puisque c'est le mot de passe de route qu'on a, et -p pour indiquer qu'on va saisir un password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là voilà, tout se passe bien. Donc je suis connecté à mon MySQL, à ma base de données. Donc je suis bien dans le pod MySQL deploy. Ce que je vais faire un create database xavkey. Et voilà. Donc nous on a créé une database. Si je fais un show databases, hop, voilà, j'ai bien ma database xavkey qui existe. Qu'est-ce qui s'est passé en parallèle de ce qu'on vient de faire? Donc là, moi je vous rappelle, mon serveur NFS, là, il est juste en dessous. C'est mon host local. Il est le directory est monté dans /srv export. Et là, si je fais un ls maintenant, voilà, j'ai des datas qui ont été enregistrées. Et j'ai notamment une base de données xavkey qui a été créée. Donc là maintenant, je peux me permettre de tout simplement, sur mon cube master, je vais faire un cube ctl delete pod mysql deploy. Donc là je supprime complètement le pod. Donc si j'en relance un, ça ne sera pas le même pod quoi qu'il arrive, on n'aura pas le même ID, on n'aura pas le même conteneur. Mais moi ce que je veux faire, c'est vous montrer tout simplement qu'on va récupérer notre... Donc si j'ai un MySQL ici, je peux l'éditer et dire voilà, je veux créer un MyDB par exemple, deploy. Son nom ici, ça sera MyDB également, et voilà, et on enregistre comme ça. Donc notre volume va être monté à partir de celui-ci. Donc je vais faire un cube ctl apply-f MySQL. Hop, donc là il crée l'élément. Si je fais un cube ctl getPod, donc j'ai bien mon nouveau pod qui a été créé. Et si je fais un cube ctl getPod -o wide, donc là j'ai bien une IP sur le 10.244.2.6. Donc peut-être que par hasard, non, c'est même pas la même IP, vous voyez. Donc 10.244.2.6, si je m'y connecte en 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'est-ce qui se passe? Je suis bien connecté
au pod qui est là. Et normalement, si tout s'est bien passé, je suis connecté donc au serveur NFS qui est en dessous. Et donc, je dois retrouver ma database Xavski. Donc, je fais un show databases. Hop. Et là, je retrouve bien ma database Xavski. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'était la première petite démo, rien d'exceptionnel non plus. Donc là, on va supprimer notre pod, kubectl delete pods, -all si on veut supprimer tous les pods. Là, j'en ai qu'un, bon, c'est pas grave. Et je vais faire du clean dans le répertoire srv export. Donc je fais un sudo rm-f étoile et je supprime tout ce qui est dedans. Hop là. Ouais, ok. Voilà, donc tout est clean. Donc maintenant, je peux continuer et faire un autre exemple éventuellement. Donc on va s'intéresser à un autre exemple. Et nous, ce qu'on veut faire, alors si vous vous souvenez, on avait utilisé lors de il y a 2 vidéos, on a utilisé le umptydir. Le umptydir, il nous permettait au sein d'un même pod de partager un même volume entre différents conteneurs. Là, on veut faire quelque chose de différent, c'est qu'on on a 2 pods. Et ce qu'on veut faire, c'est connecter ces 2 pods sur le même volume pour pouvoir partager des fichiers entre 2 pods. Donc pas entre conteneurs, mais entre 2 pods. C'est encore un niveau au-dessus. Donc là, on va créer un nginx, par exemple, un pod nginx. On va dire vim nginx.yml. Donc la ressource, c'est un pod, bien sûr. Les métadatas, donc là c'est le nom, nginx.deploy. Les specs, en l'occurrence, on va déclarer des conteneurs, on en déclare un seul. Donc l'image c'est un nginx, moi je le nomme mon nginx comme souvent, le resources il n'est pas forcément nécessaire. Le volume mount lui est important et dans ce volume mount on va lui dire voilà écoute tout ce qui est tout ce qui est monté à partir du volume comme on l'a déjà vu précédemment il sera monté sur USR share nginx HTML donc c'est à dire tout ce qui est servi par le serveur HTTP tout simplement. Et le nom du volume à attacher sur ce répertoire, c'est mon volume. Ensuite, on va déclarer un volume, donc dans les volumes. Ce volume, il se nomme mon volume et c'est un persistent volume, un type de persistent volume claim. Et son claim name, c'est mynfspvc. Donc exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Donc on va faire un kubectl apply -f mon nginx. Voilà. Donc kubectl get pod -o wide. Voilà, donc là j'ai un nginx. Donc ça c'est cool. Alors il va être ici quelques secondes. Pendant ce temps là ce qu'on peut faire c'est créer un autre. Ok, donc on va en créer un autre tout simplement. Ouais, il met un petit peu de temps. Donc nous ce qu'on va créer ensuite c'est à côté un Debian qui lui va se monter sur le même volume mais ça va nous permettre d'éditer ce volume et de le servir au nginx. On vérifie, voilà, donc là il est bien running sur cette IP. Donc là si je fais un curl à l'heure actuelle comme ceci, j'ai un forbidden. Pourquoi j'ai un forbidden? Parce que dans le répertoire srv export qui est monté dans le usr share nginx HTML, il n'y a rien dedans. Donc par défaut, quand il n'y a rien dedans, nginx retourne une 403. Donc nous on va éditer notre debian.yml. Je peux faire copier. Voilà. Le but c'est simplement de vous montrer que voilà, on peut partager des volumes entre pods et comme je vous montrais tout à l'heure, on a des règles de gestion qui font que on peut plus ou moins. Donc nous on est en read write many. Si on n'était pas dans read write many, on ne pourrait pas faire ce que l'on fait ici. Donc metadata, voilà, les specs. Donc c'est des règles de sécurité, hein. Le but étant bien sûr d'avoir la sécurité maximale suivant le cas d'utilisation. Donc là on crée un conteneur Debian qui se nomme ma-debian. Dedans on lui monte un volume mount qui sera monté dans /tmp. C'est pas super important, le but c'est exemple. Et le volume qu'on monte, c'est le volume qui se nomme mon volume.
Voilà, et c'est un type persistent volume claim avec un claim name mynfs pvc. Donc en fait, on partage bien le volume entre les deux pods, c'est l'objectif. Donc là, Debian, j'applique, je fais un getPod au wide. Donc là, je vais attendre qu'il soit monté. Ok. Ça met quelques secondes. On va attendre un petit peu. Donc là, vous voyez qu'il a choisi de me le mettre tous les deux sur KubeNode 2. Je vous rassure, si on était sur KubeNode et KubeNode 2, donc des pods qui n'étaient pas sur la même machine, on aurait exactement le même cas d'utilisation. Vous pouvez faire le test, il n'y a aucun souci. Donc là, alors, un petit peu de temps à se créer. Ok. J'ai pas fait d'erreur de typo. Non. Alors on aurait pu faire... peut-être qu'on va avoir un problème d'ailleurs. On va le voir. Ça va être intéressant. Pour l'instant il est toujours pas existant. Ok. Si je fais un kubectl describe pod non, Debian deploy, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Successful, document 2. Ok, il l'a bien assigné, mais il l'a toujours pas déployé. Donc là, c'est un peu le... Ah voilà, donc là j'ai bien l'erreur. Alors pourquoi j'ai une erreur? Tout simplement parce que le conteneur ma Debian, il a tourné, sauf qu'il n'a pas de process à faire tourner. Donc en fait, ça revient à rien du tout. Donc on va le supprimer. Est-ce que j'ai un delete? Voilà, delete Debian. Donc lui on le supprime. Hop, ça va aller assez vite. Ouais, voilà. Et donc là on va éditer. Et ce qu'on va faire à la place de ressources, de toute façon on n'a pas besoin. On va aller ici, tout simplement mettre commande. Et entre crochets, ici on peut lui passer une chaîne de commandes à passer. Donc on va faire un bin /bash virgule -c. Donc on fait un bin bash -c et on va lui passer un slip de 600, soit 10 minutes. Donc en gros on va avoir un process qui va tourner. Le process unique c'est slip 600, mais nous ça nous permettra surtout d'avoir un conteneur qui est up et d'agir dessus. Donc là on va relancer notre création, kubectl apply Debian, voilà. Donc là ça devrait aller un peu plus vite, j'imagine. Voilà, donc là le Debian est bien running. On le retrouve ici. Donc là, je vous rappelle, mon curl, hop, mon curl, il est où? Voilà. Mon curl, il est down. Quoi, il est down? Il retourne une 403. Ici, pour l'instant, j'ai rien dans SRV export. Donc voilà, tout s'explique. Donc si je fais un kubectl exec-ti Debian, deploy, bin bash, là, je rentre à l'intérieur de mon pod. Je vous rappelle que pour passer sur un conteneur particulier au sein d'un pod, nous ça va bien parce qu'on a un seul et unique conteneur au sein du pod. Mais si on en avait plusieurs, on peut faire un -c et le nom de pod comme ceci. Voilà. Donc nous on fait un bin bash. Voilà. Donc là je suis dedans. Donc je vais me rendre dans /tmp ici et effectivement j'ai rien dedans. Donc moi je vais créer un index.html. Hop, alors j'ai pas de Vim, est-ce que j'ai VI? Je n'ai pas VI, c'est pas grave, on panique pas, echo, et on va dire bonjour les xavkistes. Voilà, donc là c'est cool, ça on l'édite dans un fichier index.html. Voilà. Voilà. Donc là, si je fais un cat de index, tiens, je pensais pas qu'il ait recopié la ligne. Donc là, ça fonctionne. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans /srv export sur mon serveur NFS, maintenant j'ai un fichier. Si je supprime ici, je vais retourner faire mon curl. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, je retrouve bien bonjour les xavkistes. Ah oui, j'ai un VI qui traîne ici. Ok. Bonjour les xavkistes. Et voilà, donc ça a bien fonctionné.
Ah oui, j'ai eu un problème lors de l'édition, j'ai dû faire un peu du n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, si je vais aussi sur mon conteneur Nginx, voilà. Ouais, il n'y a peut-être pas binbash dedans, si. kubectl getPod wide. Donc je fais un kubectl exec-ti nginx bin bash bin bash does not exist. Alors là il m'étonne. Ok. C'est étonnant. Le pod existe bien, puisqu'on le voit ici, et il ne veut pas se connecter dessus. Alors on voit que, tiens, bah voilà, ça c'est un bon exemple, assez sympathique. C'est que là on a deux pods, donc ils sont montés vers le même volume, puisqu'on voit qu'on arrive bien à, quand on a édité notre fichier dans Debian Deploy, il a bien été édité sur le serveur NFS, et quand on l'a repris sur Nginx, bah, il nous le sert bien. Pourtant on est sur kubnode pour un pod, et sur l'autre on est sur kubnode 2. Je sais pas pourquoi upgrade connection pod does not exist. Alors peut-être que l'installation de mon kubnode 2 c'est pas forcément très bien passé, et du coup j'arrive pas, quoique non, c'est sur kubnode tout court. Non, c'est sur kubnode 2, donc peut-être qu'il s'est... J'ai peut-être loupé son installation tout simplement. kubectl existe, exec, ouais, non, ça devrait fonctionner. Assez étonnant. Ok, pod commande. Je fais un ls, c'est ça, il n'arrive pas à trouver le pod. Bon, ok, on verra ça une autre fois. Donc le but c'était vraiment cet exemple de vous montrer que voilà, on peut avoir deux pods sur deux serveurs du cluster différents, deux workers différents, branchés vers le même NFS, et du coup on peut fonctionner vraiment sur quelque chose de commun. Et si on supprime un des pods, donc si je fais un kubectl delete pod, alors là on va voir si j'ai l'accès dessus, parce que j'avais un petit souci tout à l'heure. Voilà, il arrive bien à déléter le pod. Donc là on peut le recréer, vous allez voir, et au final on va conserver cette data qui est finalement index.html. Donc ça c'est assez cool. Donc on fait un kubectl apply-f nginx. Voilà. Donc là, si je refais un o wide, donc on l'a toujours bien sur kubnode 2. Généralement Kubernetes essaye de répartir un peu les choses. Et voilà, j'ai toujours bien mon contenu qui existe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est assez simple. On n'apprend pas forcément de choses énormes, mais le but c'est de bien avoir ces fonctionnements un petit peu en tête, ces possibilités de partager des volumes entre pods avec le read, write, many, et cette possibilité de conserver des datas et de relancer des pods à partir d'un serveur NFS par exemple, mais ça peut être à partir d'autres types de supports. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Xavki.